Exactement 19h45, c'est l'heure du journal. Dans l'actualité ce soir, éducation, rentrée scolaire 2020-2021 à J-8, la question qui taraude les esprits, les établissements sont-ils prêts à accueillir les élèves, surtout dans un contexte de pandémie? Nous irons faire le constat dans deux écoles situées à Yoff. Il s'agit de l'école El Hadj Eliman Thiaw et de l'école Djamala Yoff. Pendant ce temps, Wahinan Nimzat, quartier Tchon Samb, la population voit rouge. Selon elle, des matériels électroniques ont été endommagés. Au banc des accusés, la Société nationale d'électricité Sénélec qu'elle menace de porter plainte. Dans cette édition, nous irons à la découverte de Keur Lamine Camara, un village situé dans le département de Koungheul, région Kaffrine, une localité qui a des difficultés, mais selon la population, la solution, la solidarité. Immersion dans ce village avec Abdourahman Ligia. Présidentielle américaine, les résultats définitifs dans 72 heures, mais pour l'heure, des schémas commencent à se dessiner. La réaction du professeur Souleymane Bachir Diagne que vous aurez dans ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. La rentrée scolaire 2020-2021, c'est dans moins de 10 jours, le 12 novembre plus précisément. Les écoles sont-elles prêtes à accueillir les élèves? À Yoff, par exemple, des écoles comme l'école El Hadj Eliman Thiaw et l'école Djamala Yoff. Les directeurs sollicitent le soutien du maire pour la construction de toilettes. Le reportage est signé Aminata Ba. École 5 de Yoff. À quelques jours de l'ouverture des classes, l'établissement n'attend plus que le coup de balai pour pouvoir accueillir ses élèves. Pour le moment, on a tout, tout est prêt. Il reste l'hygiène. Dans 2 à 3 jours, la commune va passer, la mairie va passer pour faire le nettoyage. Effectivement, peut-être ils pensent que les élèves viennent le 12 et que nous, on est une groupe de 15 personnes. Peut-être on a suffisamment d'espace pour être à l'aise. Mais d'ici le 12, ce qui est sûr, la mairie va passer pour faire le grand nettoyage, ça c'est certain. Ils sont au courant de tout, ce n'est pas à nous de leur dire ça, parce que c'est dans leur cahier de charge. À l'école 2, tout est prêt pour accueillir les élèves, mais le nombre de toilettes est jugé insuffisant. Quelque chose qui nous pose problème, ce sont nos toilettes. C'est une école qui a un effectif qui dépasse 750 élèves. Nous n'avons que 5 cabinets de toilettes pour l'ensemble des élèves et le personnel enseignant. Au mois d'août dernier, la mairie nous avait promis de réhabiliter les anciennes toilettes, c'est-à-dire 8 cabines d'aisance. Ajouté aux 5 qui étaient là, ça allait nous faire 13. Mais à ce jour, les travaux n'ont pas encore démarré. On attend toujours. Dans ces 2 établissements, le protocole sanitaire sera mis en place, mais la distanciation physique sera difficile à respecter dans les classes. Les classes sont plutôt... La demande est très forte à Yoff. On a 9 écoles publiques. Et moi, je fais partie des écoles qui ont moins d'élèves. Malgré que j'ai 55-60 par classe. La moyenne, c'est 55 par classe. Maintenant, ce qu'on fait, on a tout fait, surtout avec le CGE, de sorte que les élèves soient assis, ça c'est à 2-2. Et ça, c'est l'idéal. C'est vrai que la distanciation ne sera pas possible à respecter. Ça va faire problème avec nos effectifs. Parfois, les élèves sont assis à 3 sur un même banc. Ce sera difficile à appliquer. L'ouverture des classes est prévue pour ce 12 novembre. Les directeurs des écoles visitées invitent le ministre de l'Éducation nationale à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de l'année scolaire. Inauguration de la statue Cheikh Anta Diop au rond-point de l'Université de Dakar qui porte son nom, une initiative que saluent les étudiants. Cette statue, un symbole, disent-ils, dans ce compte-rendu signé Mme Abdou Gueye Kassé.
Une statue en bronze à la gloire de Cheikh Anta Diop, érigée ici sur le rond-point de l'avenue et devant l'université qui porte toutes deux son nom. Un symbole pour les étudiants de la vie de ce doctorant au département de géographie. Quand aujourd'hui maintenant le docteur du COUD a eu l'initiative de mettre ce grand homme devant l'espace universitaire, moi je pense que ça symbolise une très grande ouverture, et sachant que ce n'est pas l'entrée principale de l'université, mais c'est là où les étudiants. Donc si devant cette grande porte qu'on met ce monument, ce grand homme Cheikh Anta, moi je pense que ça doit servir de leçon à toute personne qui entre dans l'espace universitaire, comme quoi que tu es venu là pour apprendre, tu es venu là pour acquérir du savoir, et c'est ensemble maintenant avec ce savoir qu'on pourra développer notre pays, qu'on pourra développer aussi l'Afrique. La statue de Cheikh Anta Diop doit servir d'exemple de persévérance et de détermination. Cheikh Anta, c'est notre père, quoi. Notre père, il est le père de l'histoire africaine, surtout sénégalaise, quoi. Parce qu'il a tout fait pour l'Afrique. Voilà. Cheikh Anta, en tout cas, c'est une figure emblématique, quoi, pour nous étudiants, quoi. Voilà, c'est notre fierté, nous étudiants. Pour cette étudiante en licence 2 à l'IFAS, ses camarades ne doivent pas seulement contempler la beauté de l'œuvre, ils doivent aussi s'inspirer du parcours de l'homme multidimensionnel qui a beaucoup fait pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour l'humanité. La statue porte bien son cadre, puisque nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est bien qu'une statue soit érigée au rond-point. C'est une fierté pour nous d'avoir notre cher professeur Cheikh Anta Diop. C'est un modèle pour nous, pour l'ensemble de la communauté estudiantine. Alors, on ne peut que se sentir fier, essayer de suivre son exemple en lisant beaucoup ses écrits, en méditant ses paroles. Ainsi, nous pourrons cultiver ce savoir qu'il nous a essayé de nous léguer à travers ses écrits pour mieux le connaître. 34 ans après sa disparition, Cheikh Anta Diop a enfin une statue devant l'université et sur l'avenue qui porte son nom. Une réalisation qui sacralise l'homme et ses enseignements. Mame Abdou Gueye Kassé, nous quittons l'avenue Cheikh Anta Diop, direction la banlieue de Dakar, à Wakhinane Nimzatt, quartier Thione Samb. Les populations voient rouge, elles sont très remontées contre la Société nationale d'électricité et cela fait suite, disent-elles, à une haute tension qui a détruit des matériels électroniques. Ces dernières comptent porter plainte contre la Société nationale d'électricité. Le compte-rendu de Mamadou Lamine Fatija. À cause d'une haute tension électrique, les habitants du quartier Thione Samb de Wakhinane Nimzatt ont perdu beaucoup de leur matériel. Des téléviseurs, des réfrigérateurs et autres matériels électroniques détruits par cette haute tension. Le courant a sauté. Hier, le courant a sauté, provoquant de nombreux dégâts matériels. Des téléviseurs, des frigos et des téléphones sont détruits. 35 maisons et plus d'une centaine de ménages touchés. Une situation que dénoncent les jeunes du quartier. La Sénélec nous a causé énormément de dégâts matériels, à savoir une coupure qui provient de la Sénélec. Je ne sais pas pour quelle cause, mais en tout cas, cette coupure nous a engendré beaucoup de dégâts matériels. Donc, si ces faits étant cumulés, vous savez que nous sommes dans un contexte de Covid-19 qui s'installe, donc nos parents ne pouvons pas avoir les moyens nécessaires pour pouvoir en racheter de nouveaux. Nous portons ce combat-là afin que justice soit faite. Il s'agit d'un dégât matériel qui provient de la Sénélec. Peut-être c'est une erreur technique, donc nous le demandons en connaissance de cause et tout ce qui leur attend comme responsabilité de pouvoir donc nous revenir en indemnité. Les femmes n'ont pas été en reste dans ce combat. Elles sont sorties massivement pour protester contre les dégâts. Tout a été détruit. Ici, les poteaux prennent parfois feu. Et malgré nos revendications, la Sénélec n'a rien fait. Nous voulons qu'elle nous paye nos matériels. Les populations du quartier Thione Samb de Wakhinane Nimzatt sont très remontées contre la Sénélec. Avec des brassards rouges, ils menacent de poursuivre la Société nationale d'électricité du Sénégal. Ils veulent des dédommagements.
Mamadou Lamine Fati, et nous reparlons de l'affaire Idrissa Seck, devenu troisième personnalité de l'État du Sénégal après sa nomination comme président du Conseil économique, social et environnemental. Les réactions se poursuivent. La coalition IDI 2019 se dit ne pas être concernée par cette décision du leader du parti Rewmi d'intégrer le gouvernement du Sénégal. Cheikh Adibou Soumaré, membre de la coalition IDI 2019, que nous écoutons au micro de Mountaga Kana. De ce que je savais jusqu'à ce que je prenne l'avion, ce n'était pas la coalition IDI 2000 qui est entrée dans le gouvernement. C'est un des partisans de la coalition qui est entré au gouvernement. C'est ce que j'avais compris. Le candidat Idrissa Seck, la coalition, c'est plusieurs personnes, plusieurs entités. Et de ce que je sais, c'est Idrissa Seck et ses partisans qui sont dans le gouvernement. Les deux ministres et Idrissa Seck sont de quel parti? Alors, ce que je dis, c'est que je n'ai pas encore les informations. Je veux être responsable. Je ne veux pas dire des choses face aux Sénégalais parce que j'ai toujours fait le serment que je veux dire la vérité aux Sénégalais. Parce qu'ils me regardent. Je dois leur parler de choses. Il faut que j'aie tous les éléments. Ce que je peux dire simplement, c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, certainement, il y aura une réunion, peut-être aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, pour que je puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. etc. Je n'ai pas parlé à Idrissa Seck depuis avant mon départ. Et c'est fait, l'association des chefs de village du Sénégal a obtenu son récépissé. Ces chefs de village réclament plus de considération. Les représentants des 14 régions du Sénégal se sont réunis en assemblée à leur siège à Sangalkam. Nous écoutons à ce propos Major Mamadou Faye que nous écoutons. Le président de l'association, il est au micro de Babacar Seck. Les chefs de village du Sénégal ont mutualisé leur expertise citoyenne pour créer l'Association nationale des chefs de village. Unir tous les chefs de village des 14 régions du Sénégal qui sont animés d'un idéal commun pour accroître leur capacité à jouer le rôle de relais de l'administration centrale. Les préoccupations majeures des chefs de village sont multiples et communes à tous les chefs de village des 14 régions du Sénégal. De jour comme de nuit, sous le vent comme sous la pluie, sans congé ni salaire, le chef de village est en permanence au service des populations. Il mérite bien d'être mis dans de très bonnes conditions de travail et bien impliqué dans les prises de décision administratives. Ces agents du troisième âge, pour mieux exercer leurs fonctions dans la chefferie, dans la dignité comme dans la noblesse, il est demandé dans l'honneur, avec unanimité, avec l'humilité, solennellement au gouvernement de son Excellence M. Macky Sall, de valoriser le statut des chefs de village. Une note de santé dans ce journal, coronavirus, situation du jour. Ce 4 novembre 2020, 10 nouvelles contaminations enregistrées, 5 cas issus de la transmission communautaire, 96 patients guéris, 4 cas graves. Aucun décès. Le bulletin santé du jour lu par le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye. Et nous parlons de tout à fait autre chose, l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel avec les progrès notés, accompagner le secteur en ressources humaines de qualité. C'est ce que souhaite l'association Froti. Des rencontres ont été organisées avec des jeunes au Lac Rose. Ils étaient 16 jeunes issus de différentes régions du Sénégal. Nous écoutons le compte-rendu de Babacar Seck. Pour mieux les outiller dans l'écriture et la production cinématographique, une quinzaine de jeunes venus de tout le Sénégal est en formation au Lac Rose pour 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui veulent s'activer dans le secteur et qui n'ont pas le moyen de se former. Nous, notre rôle, c'est de mettre sur place ce cadre-là. Parce que les formations que nous donnons sont entièrement gratuites. Parce que la formation théorique ne suffit pas. Nous, ce que nous proposons, c'est vraiment de très pratique. On descend sur le terrain.
avec le matériel et tout ce qui est demandé dans ce qui est exigé pour une bonne production cinématographique. Le directeur de la cinématographie qui a ouvert les travaux s'est réjoui de la qualité de la production de séries qui intéressent au-delà du Sénégal. Les séries aujourd'hui nous donnent de grandes satisfactions, en ce sens qu'aujourd'hui les populations, les téléspectateurs et même l'Afrique tout entière commencent à s'intéresser à cette production, à ce genre que constituent les séries télévisuelles. Et l'État, dans son rôle, c'est d'accompagner de telles initiatives. Les autorités du cinéma invitent les producteurs à solliciter des demandes de tournage pour éviter toute mauvaise surprise. Toute production qui doit être faite doit avoir une autorisation de tournage. Le premier filtrage, le premier soutien que l'État apporte, c'est avant de délivrer une autorisation de tournage, de lire. Et des fois, si on a des passages qui peuvent, et ça c'est dans notre constitution, tout ce qui constitue une entrave à l'unité nationale, aux bonnes mœurs, l'État se doit de protéger les populations. L'objectif de l'association Foti et de ses partenaires est qu'à l'issue de la formation, des jeunes professionnels compétitifs soient mis sur le marché de l'emploi. Initiative Bago, le pré-lancement s'est tenu ce matin. L'objectif de ce projet est de mettre en avant le panafricanisme et l'entrepreneuriat social, également faciliter le transport aérien des marchandises. Le footballeur camerounais Samuel Eto'o a été choisi comme ambassadeur du projet. Les réactions de Samuel Eto'o et du directeur du projet, Pape Touré, que nous écoutons au micro de Sophia Ba. Tout d'abord, c'est un très très bon produit. C'est un produit que nous n'avions pratiquement pas sur le marché. Mais la motivation la plus importante, c'est que je me retrouve avec des frères africains. Et comme je le dis toujours, avant d'être camerounais, je suis africain. Et il est important qu'on se soutienne pour faire avancer notre continent. Bon, quand on s'est retrouvés, c'était facile. Il fallait comprendre le produit. Dès que je l'ai compris, j'ai dit... on fait ce voyage ensemble parce que si on gagne, c'est notre Afrique qui gagne. 30 kilos, vous allez sur notre plateforme, vous revendez vos kilos, notre plateforme, vous avez gagné l'argent. Ou les compagnies aériennes, c'est aussi un produit qui fédère l'ensemble de ses partenaires. Notre objectif est de faire gagner tous nos partenaires de l'argent. Bien entendu, moyennant un frais d'accès sur notre plateforme. Voilà ce qu'est Bago, c'est l'économie collaborative. C'est un besoin naturel. On a une sœur qui est à New York avec moi, qui aime les pagnes, les bouilles, les machins trucs tout le temps là. Elle nous demande de lui convoyer des choses. Et c'était naturel de faire une réflexion profonde et de voir que quand on a fait cette pige et cette réflexion profonde, on s'est rendu compte que l'industrie qui était au cœur de tout ça était exclue des gains financiers. Et on a trouvé ça injuste. Et donc, nous avons voulu rendre la chose juste. C'est pourquoi aujourd'hui, à part le client qui cède ses valises, le premier partenaire, c'est la compagnie aérienne. Sur l'international Côte d'Ivoire, la présidentielle s'est tenue dans les règles de l'art. Malgré les divergences notées, une affirmation du chef de mission de la CEDEAO, Cheikh Hadjibou Soumaré, que nous écoutons au micro de Muntaga Kana. Le candidat Afin Guessan, que j'ai été voir en tant que collègue Premier ministre, a demandé à un de ses adjoints, je pense, de me recevoir. Quand je suis venu, je m'en suis aperçu. Et par politesse, en tant qu'Africain, je lui ai dit que moi, j'étais venu voir mon collègue Premier ministre, lui transmettrai mon bonjour. Le président Konan Bédié m'a reçu. On a discuté de l'ensemble de ces questions. J'ai insisté sur le fait que la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des pays, comme je le dis, et que ce ne serait pas bon que la communauté internationale voit qu'après chaque élection, dans nos pays, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, dans nos pays, il y a toujours des problèmes. Et donc j'ai insisté là-dessus et j'ai insisté pour qu'il puisse parler au président Ouattara. Il m'a compris en tant que grand frère. Il m'a dit, de toute façon, on se rencontrera.
C'est pourquoi, ici, je continue à exhorter mes deux grands frères, le président Ouattara et le président Bédié, et l'ensemble de la classe politique ivoirienne, et l'ensemble de la classe politique dans nos pays, à promouvoir l'esprit de dialogue. Et nous quittons l'Afrique pour le continent américain présidentiel aux États-Unis. Les Américains ont voté hier pour élire le 46e président. ITV vous propose aujourd'hui le portrait croisé des deux protagonistes, Joe Biden et Donald Trump. Et c'est signé Hassan Gueye. L'Amérique retient son souffle en attendant de connaître son nouveau président. La partie est très serrée, mais un monde sépare les deux candidats, tant du point de vue des projets, de leur vision du monde que de leur tempérament. Pour Donald Trump, c'est l'Amérique d'abord qui sous-entend la fin du multilatéralisme qui, à ses yeux, fait perdre beaucoup trop de temps. L'Amérique n'a pas vocation à demeurer le gendarme du monde. Il vaut mieux qu'elle se désengage des conflits. Ça fait moins de dépenses et moins de victimes américaines. America First, c'est selon Trump s'occuper des problèmes des Américains qui doivent avoir plus d'emplois et payer moins de fiscalité. Sur ce plan, le président sortant a tenu promesse. Il eût fallu la survenue du Covid pour tout dérégler, déstructurer et remettre en cause. Tout au long de son magistère, Trump s'est attaqué aussi aux élites qui manigancent contre le peuple et tous ces médias qui diffusent à ses yeux des fake news à son encontre à longueur de colonne. L'agent immobilier milliardaire, 74 ans, n'est pas un professionnel de la politique, mais à l'œuvre, il en est devenu un animal politique avec une base électorale qui lui est restée fidèle particulièrement. À l'opposé, Joe Biden, c'est une vie entièrement dédiée à la politique. 77 ans, il projette de sauver l'âme de l'Amérique que son concurrent aurait déstructurée, divisée et déchirée. L'ancien vice-président de Barack Obama est donc un vétéran de la politique. Représentant des démocrates, Biden est critiqué pour son grand âge. Trump dit de lui qu'il est vieux et sénile et enclin à toutes sortes de gaffes et dérapages. S'il a beaucoup critiqué la gestion du Covid par le président Trump, sa campagne a été chahutée également par l'explosion du virus. Libéral placé à gauche, au centre progressiste, Biden semble flou et tiède face à la complexité du monde et à la voracité de la Chine. Et en tout état de cause, que ce soit dans les heures qui viennent, Biden ou Trump, le président américain est tout d'abord mandaté pour travailler pour les Américains. Hassan Gueye, le dernier mot n'est pas encore dit. Selon le professeur Souleymane Bachir Diagne, des schémas commencent à se dessiner. En attendant les résultats définitifs, le professeur Souleymane Bachir Diagne que je vous propose d'écouter. Il faut dire que malgré les déclarations, la course à la présidence de la République américaine n'est pas encore décidée. Elle sera décidée quand tous les votes auront été décomptés. Et il y a 9 États clés en ce moment qui sont encore en train de compter les votes. Par conséquent, il faut attendre, il faut s'armer de patience, et c'est ce que répètent les commentateurs ici. Il y a des États clés qu'il faut regarder, bien entendu, les États du Midwest, Wisconsin, Michigan, mais également la Pennsylvanie. La Pennsylvanie est en train de compter les votes et ces votes ne sont pas encore comptabilisés pour savoir exactement qui a gagné l'élection présidentielle. Il y a un schéma qui se dessine. Là où le président Trump est en tête, la
la différence entre le nombre de voix qu'il a obtenu et le nombre de voix obtenues par son concurrent Joe Biden est en train de se rétrécir. Et on s'attendait à cela, parce que ceux qui ont voté en avance et qui ont voté en envoyant leur bulletin par la poste ou en mettant leur bulletin dans les boîtes qui avaient été prévues à cet effet-là, sont très majoritairement des démocrates. Par conséquent, les voix qui restent à compter sont, pour la grande majorité d'entre elles, des voix pour le vice-président Joe Biden. Donc, les choses peuvent changer, peuvent basculer. On s'attend à voir des résultats définitifs tomber dans la journée, mais il est probable que pour la Pennsylvanie, par exemple, il faudra encore attendre. Parce que dans cet État-là, ceux qui ont envoyé leur vote, ceux qui ont exprimé leur vote par correspondance et qui l'ont fait même le jour même de l'élection, il suffit que le cachet de la poste indique que le bulletin a été envoyé avant la clôture de l'élection, avant la clôture du vote, pour que ce vote-là doive être compté. C'est la raison pour laquelle, en ce moment aussi, vous avez une armée d'avocats de chaque côté pour essayer de contester les choses. Bref, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut attendre. Rien n'est encore joué. Biden semble être en tête, d'ailleurs, dans certains États, et dans les États où il n'est pas véritablement en tête, on s'attend à ce que les suffrages qui se sont exprimés en sa faveur remontent, puisqu'encore une fois, le vote par correspondance devrait lui profiter. Voilà où on en est. Donc le maître mot, c'est patience, et puis il faut attendre. Présidentielle américaine toujours, quel enjeu pour le Sénégal? Tout le sens de la matinale de e-radio aujourd'hui. Selon Ali Afaria Ndiaye, le Sénégal seul n'est pas stratégique pour l'Amérique. Il est docteur en sciences politiques et spécialiste des questions américaines. Nous l'écoutons au micro de Djeba. Je crois que le Sénégal pris individuellement n'a jamais été un enjeu stratégique pour l'Amérique. Quand les Américains décident, ils décident de manière globale pour l'Afrique. Et il se trouve que parmi ces pays-là, le Sénégal souvent est identifié parce que c'est une démocratie stable, c'est un pays émergent, et c'est ce qui fait que souvent les présidents ou les secrétaires d'État commencent leur tournée africaine par le Sénégal. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a une stratégie globale, elle est déroulée pour toute l'Afrique et le Sénégal peut y gagner, comme on l'a vu avec les MCA, où le Sénégal a été gagnant, comme on l'a vu avec le PEPFAR qu'avait lancé le président George Bush pour aider les 19 millions d'Africains à combattre le sida, et comme on l'a vu avec le YALI du président Obama et avec Power Africa qui a permis de sortir quand même des millions de foyers africains, de les permettre d'accéder à l'électricité. Donc c'est cette vision globale-là que les Américains dégagent, et ils dégagent des critères. Et les pays qui sont éligibles, souvent, bénéficient de ces avantages. Heureusement pour le Sénégal, depuis un certain nombre d'ans, depuis le MCA, toutes les initiatives qui ont été prises, le Sénégal en a bénéficié. Mais il faut reconnaître aussi qu'une bonne partie de ces initiatives sont validées par le Congrès, qui a ce qu'on appelle the power of the purse, le pouvoir de la bourse. Donc ce n'est pas, même si le président décide de le faire, si le Congrès n'approuve pas ces initiatives, ils ne vont pas se matérialiser. Et c'est heureux de constater que quand même si Donald Trump, de manière globale, a voulu réduire l'aide ou rationaliser pour l'Afrique, le Congrès ne l'a pas suivi dans cette direction, et une bonne partie des congressmen et des sénateurs de son camp républicain ont voté pour continuer l'aide pour l'Afrique. Le Sénégal a un certain nombre d'enseignements à tirer de ses relations avec les États-Unis, de l'avis du coordonnateur de projet à WARC, Mamadou Bodjan, lui aussi que nous écoutons au micro de Djeba. Tous les yeux du monde sont braqués aujourd'hui sur les États-Unis parce que l'élection aux États-Unis détermine en grande partie ce qui va se passer dans le monde, y compris en Afrique, qui est aujourd'hui un continent secoué par un certain nombre de défis. Alors, pour le Sénégal, je crois qu'il y a un certain nombre d'enseignements à tirer du partenariat, ou du moins c'est des relations entre le Sénégal et les États-Unis. Le premier est qu'il y a un certain nombre
de programmes qui ont été mis en place par les régimes qui ont précédé et qui consistaient justement à renforcer soit le partenariat dans le cadre de l'AGOA, qui est un cadre permettant aux pays africains de manière générale, mais aussi au Sénégal, de pouvoir bénéficier des avantages qu'offrent les États-Unis en termes de vente, de commercialisation des produits qui sont transformés, mais aussi produits ici au Sénégal. Il y a aussi d'autres programmes comme Power Africa, qui est un programme consistant justement à renforcer les capacités des pays africains en termes de production d'énergie. Et vous savez, l'énergie est un élément fondamental aujourd'hui dans l'impulsion d'une dynamique de développement parce que c'est... Dans ce journal, immersion dans le village Keur Lamina Camara, une localité située dans le département de Koungheul, région Kaffrine. Keur Lamina Camara a été fondée par Bouna Amadi Kounta. Abdourahman Li nous sert de guide. Reportage. Nous sommes à Keur Lamina Camara, dans le département de Koungheul, dans la région de Kaffrine. Une localité où les habitants doivent une fière chandelle à son fondateur Bouna Amdi Kounta, lui qui a quitté son Kadior natal à Nanknar pour arriver ici en 1913. Cet érudit à l'islam a par ailleurs facilité la conversion de plusieurs personnes à l'islam, guide religieux de plusieurs disciples, dont Lamine Camara qui a été son premier fidèle dans la zone. Parce que ñi magoon ci ay talibem Mam Lamine Camara la tudd Lamine Camara. Le plus âgé de ses disciples se nommait Mam Lamine Camara. Il a donné le nom de ce village à cet homme. Depuis cette époque donc, ce village a pour nom Keur Lamine Camara. C'est aujourd'hui devenu une zone islamisée, une zone islamique, une zone où on donne une importance capitale à l'apprentissage et au travail. Faire de la zone une localité islamique, c'est la mission que Bouna Amdi Kounta a transmise à son disciple Lamine Camara. Mission accomplie, serait-on tenté de dire, dans cette zone qui a été le repère des animaux. Aujourd'hui, ils ont laissé la place aux êtres humains qui ne se plaignent pas de manque d'eau, devenu un casse-tête presque dans tous les villages du pays. Dans cette zone, nous ne manquons pas d'eau. Le puits dont nous disposons n'a jamais manqué d'eau. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons également à côté un forage qui fonctionne depuis sa mise en place en 2000. Et c'est en 2017 que les habitants de Keur Lamine Camara voient pour la première fois la lumière de l'électricité, une épine enlevée du pied, mais d'autres plus douloureuses persistent. Nous avons un sérieux problème avec les routes qui ont une situation de délabrement très avancée. Nous sommes dans une zone enclavée. À part ce problème lié à l'accessibilité, nous n'avons pas de structure sanitaire aux normes. Nous avons une case de santé dans la zone, mais qui n'est pas équipée. Un poste de santé non équipé qui pousse ses habitants à aller se faire soigner ailleurs, au poste de santé privé qui ne leur donne cependant pas accès aux avantages notés dans les structures de santé publique, ou encore à Koungheul, à 10 km d'ici. Il y a un chauffeur du nom de Setba qu'on appelle pour pouvoir nous rendre à Koungheul. S'il n'est pas disponible, nous louons une charrette ou une moto. C'est vraiment compliqué. Malgré ces nombreuses difficultés, une solidarité considérable entre habitants est notée dans la zone. Des habitants qui appellent quand même les autorités étatiques à leur venir en aide pour améliorer leurs conditions de vie. La découverte du village de Keur Lamina Camara, une découverte qui a porté la signature de Abdourahman Li. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.